d'éveil français où je ne vous connais pas, mais je suis tout à fait disposée à répondre à vos questions. D'accord. Ravi de vous rencontrer. Ravi également. On va commencer par votre parcours personnel pour savoir comment s'est passé le moment où vous avez découvert le sujet des attentats du 11 septembre sous une facette tout à fait inédite. C'est vrai que comme tout le monde, je me souviens où je me trouvais le jour des attentats du 11 septembre. Moi, ce qui a fait déclic, qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet-là, c'est quand j'ai vu arriver très tôt le Patriot Act, dès le 4 ou le 11 octobre, je me souviens pas. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très légaliste, j'aime beaucoup tout ce qui est du droit public, de comment se font les règles pour vivre ensemble, comment on les vit. Et donc je sais le temps qu'il faut pour construire une loi. Et quand j'ai vu arriver ce Patriot Act, je me suis dit non, ça n'a pas pu être conçu en un mois. C'est pas possible, donc c'est à travers l'angle purement légaliste que j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis après, comme tout le monde, une fois que la commission d'enquête elle-même a dénoncé son propre rapport, la commission s'appuyant sur le rapport du NIST qui lui-même a dénoncé aussi son rapport. Et puis après, tout ce qui a été lié aux conséquences, tout ce qui a été fait au nom du 11 septembre, sous prétexte du 11 septembre, en particulier guerre, loi liberticide, glissements sémantiques qui vont faire que le peuple va consentir à la guerre. On parle de guerre préventive par exemple, des choses comme ça. Donc c'est comme ça que je suis venue à m'intéresser à la question du 11 septembre et un peu plus tardivement au sein de l'association Réopen 911. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez eu des difficultés tout de suite, à titre personnel, dans votre entourage, concernant l'approche que vous aviez acquise justement sur ces attentats? Alors au moment où je m'intéresse au 11 septembre, c'est dans l'immédiat après 11 septembre. Ça veut dire que le rapport de la commission d'enquête n'est même pas encore sorti, puisqu'il sortira bien plus tardivement en 2004. Le livre explosif qui sera très contesté d'une théorie du complot, d'un déroulé possible des faits qui s'appellera l'effroyable imposture de Thierry Besson n'est pas sorti non plus à cette époque-là. Donc on est à un moment où la parole est encore libre sur le 11 septembre. C'est dès 2002-2003 en fait que ça va se tendre. Il y avait des choses qui disaient même sur les médias mainstream qui seraient inimaginables aujourd'hui. Donc quand je rentre là-dedans, c'est possible d'en parler. J'en fais pas spécialement état autour de moi, mais parce que j'étais dans un combat un peu personnel et que les informations s'échangeaient par mail. On est avant le web 2.0 à ce moment-là. Et le débat public s'est tendu en 2003-2004. Après, le collectif Réopen 911 s'est monté vers 2005. S'est développé à travers le web 2.0, justement, quand les internautes ont commencé à produire et à échanger du contenu. C'est le développement de la plateforme YouTube, par exemple. Et on s'est constitué en entité juridique, après en association, le 1901, posée sur le débat public et être une institution de la République. On l'a fait qu'en 2007. Ce qui fait qu'en fait, j'étais d'abord dans un combat personnel et c'était pas un combat qui à l'époque allait provoquer un éloignement de vos proches, ni vous voir taxer de conspirationnisme, je ne sais quoi, ou tous ces termes qui vont tenter de vous intimider pour vous empêcher d'aller à la recherche de la vérité historique et de faire œuvre aussi de militantisme pacifique pour éviter les guerres au nom du 11 septembre. Ça n'existait pas encore quand j'ai commencé. C'est vrai qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui, que j'ai souvent cette question. Donc non, j'ai pas eu de problème dans mes relations quand j'ai commencé à militer de ce milieu-là. Pas du tout. D'accord. Et est-ce que les choses ont changé en cours de route? Les choses ont changé en 2003. Je me suis rendu compte, j'en avais pas encore parlé autour de moi parce que j'en parlais qu'à des gens qui étaient intéressés par ça. Et c'est devenu impossible d'en parler, à moins de s'y mettre à plusieurs, et effectivement de construire des associations, etc. Et de construire des structures qui vous empêchent d'être intimidés. C'est vrai que j'en ai pas parlé autour de moi au début parce que dans les premiers temps, il y a quand même eu des témoins du 11 septembre, des choses comme ça, des gens comme ça qui ont disparu. Il y a eu des gens qui ont été terrorisés par le régime américain, je pense à Sibel Edmonds par exemple, des gens comme ça. Donc c'est
vrai que j'en parlais pas spécialement autour de moi. Et avant de rejoindre Open 911, d'agir en groupe, voilà, pour ne pas être intimidé. D'accord. Voilà. On va sauter directement sur les nouvelles fraîches parce que effectivement Reopen 911 a quand même une certaine notoriété depuis. Hein. L'ancienneté aujourd'hui. Une ancienneté, une notoriété qui n'est pas nécessairement positivement présentée, mais au moins, comme on dit, beaucoup de gens connaissent l'existence de Reopen. C'est vrai qu'on reçoit plutôt les avis favorables dans la société civile en fait, ou dans des professions de type militaire, etc., des professions intellectuelles aussi. Évidemment, les médias mainstream, pour la plupart, appartiennent au champ de canon, donc en définitive n'ont pas forcément les mêmes intérêts pacifistes que nous défendons. Maintenant, les nouveautés, il y en a presque tous les jours. Si vous allez sur le site Open 911, parce que tous les jours, il y a un dossier explosif. Alors souvent, on ne se rend pas compte de la nouveauté de l'information parce que c'est des choses qu'on pressent depuis longtemps, pour lesquelles il y a un faisceau de présomption, puis d'un coup, il y a la preuve sort. La confirmation. Voilà, la confirmation. C'est le cas par exemple dans l'affaire des délits d'initiés. Donc on sait que la veille du 11 septembre et le matin même du 11 septembre, il y a eu des délits d'initiés concernant les deux compagnies aériennes qui seront appliquées en fait dans les attentats, dans les attentats, dont les avions viennent en percuter les tours. C'est la vente d'actions. C'est de la vente d'actions à perte. Voilà. Donc ça veut dire que des gens avaient pris connaissance des attentats et parier sur la chute des avions, parier sur le fait que les actions allaient perdre de la valeur. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on savait depuis longtemps. On a fini par savoir quelle entreprise avait passé les ordres, quelle entreprise avait demandé ces ordres-là. Maintenant, un jour, on saura certainement la personne, on pourra certainement établir la responsabilité personnelle au bout de la chaîne. Et donc, presque tous les jours, on a ce genre d'informations qui sortent où on avance un petit pas, comme ça. Il y a d'autres informations, ça va être par exemple tout ce qui est de la recherche universitaire, qui en France est très peu connu. On va d'ailleurs agir là-dessus bientôt. Mais si vous allez sur le site thèse.fr qui regroupe les thèses qui sont en train d'être passées ou qui ont été passées, vous allez voir plein de documents très intéressants, rien que sur la francophonie. Seulement sur la francophonie. Et là, ce sont des études de type scientifique. C'est de la recherche universitaire. Si vous voulez, on est très intéressé par ce qui va être de l'ordre de la recherche criminelle, c'est-à-dire établir la vérité policière, juridique, criminelle, voilà, à travers la méthodologie d'enquête criminelle. Et pareil sur la recherche scientifique, c'est deux méthodologies qui quand même font consensus. On n'emploie pas en France le mot vérité comme on le fait aux États-Unis avec un grand T pour chose. Nous on n'emploie pas, c'est vrai, chez Open ce grand mot de vérité, mais pour nous ce qui peut faire consensus et faire qu'un peuple est d'accord comme ça sur le déroulé d'événements voilà, dans une société, souvent ça va être l'enquête criminelle, l'enquête judiciaire quand ça va jusqu'au bout, ça va sans procès, l'enquête scientifique. C'est vrai qu'on privilégie un peu ces deux axes. Et à ce sujet, nous sommes en train de mettre en place un laboratoire d'études et de recherche universitaire en septembre. Créateur d'informations aujourd'hui, là où on triait l'information, où on la vérifiait, où on essayait de transmettre l'information de la meilleure qualité possible, maintenant on va pouvoir produire de l'information avec nos équipes de chercheurs. Alors, pour ceux qui connaissent le 11 septembre, mais qui le connaissent avec le regard des médias mainstream, au-delà des délits d'initiés, quelles sont les preuves aujourd'hui qu'on a pour dire ça s'est pas passé comme on nous l'a dit? Je pense que la première des choses à faire pour les événements du 11 septembre, c'est de lire le rapport de la commission d'enquête. Ce qui va être vulgairement appelé par les médias mainstream version officielle. Puis c'est vrai que nous aussi, dans notre vocabulaire, on a adopté ça. Donc la commission d'enquête rend un rapport en 2004 et immédiatement, certaines personnes qui ont participé à sa rédaction vont dire on n'a pas eu accès à ci ou à ça. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens ne savent pas que pratiquement toute la version officielle, le rapport de la commission d'enquête est en fait rédigé au conditionnel. Serait, aurait fait, aurait témoigné, mais l'enregistrement a disparu, etc. Vous allez avoir... Et vous avez aussi des gros trous. Et des trous, comme une phrase qui dit par exemple qu'on ne va pas se renseigner sur le financement des attentats, parce que ça
ça n'a pas d'incidence pratique finalement. Voilà, donc il n'y a rien du tout non plus sur l'effondrement de la tour numéro 7, etc. Donc il y a vraiment des vides et c'est une théorie du complot puisqu'elle est rédigée au conditionnel. Donc on est vraiment dans la théorie pure. Donc nous on conteste ces manquements, on teste les moyens qu'a eu la commission d'enquête, le fait qu'elle a été menée en conflit d'intérêts très souvent, etc. Donc, et le contenu du rapport qui, sur son volet scientifique, s'appuie sur un rapport du NIST, l'Institut de recherche le NIST, qui lui-même a dénoncé son propre rapport. Donc en fait, il va de soi qu'elle est contestable, cette version officielle. Après, pour l'instant, toutes les théories qui ont été produites, elles ont toujours un moment ou un autre un manquement. Donc nous, on donne à connaître les faits et les gens font ce qu'ils veulent. Pour l'instant, nous n'avons pas rédigé ni diffusé de théories en bonne et due forme sur le déroulé entier des événements. Ce qui nous paraît extrêmement dangereux en ce moment, c'est nous on assume le côté historique de l'association, conserver les données, etc. Les médias mainstream sont revenus sur certaines choses où effectivement peut-être certains journalistes ont enfin lu le rapport officiel en se disant qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas, et on assiste à une sorte de version officielle mais amendée. Vous avez les médias mainstream et les politiques qui vont vous dire oui, non, ok, 911 a raison, là il y a un sabotage, oui, il y a des services secrets qui avaient prévenu les États-Unis, oui, il y a eu des initiés, etc. Et du coup, on se retrouve avec une demi-vérité historique qui commence à se répandre au sein de la société civile et même au sein des militants de bonne foi. Donc ça paraît très dangereux. Je pense qu'il faut continuer, comme tous les sujets d'importance majeure pour la planète entière, qu'il faut continuer à se renseigner. Parce que ce serait dangereux qu'il y ait une version officielle amendée, comme ça, fausse vérité historique, qui se répande dans la société civile. Parce que cette version officielle amendée, on la trouve même dans les livres scolaires de primaire, dans certains livres scolaires de primaire. C'est une technique de noyage de poisson, en clair. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui l'enseignent de bonne foi, mal informés, mal renseignés. Ils ont en ce cas leur part de responsabilité, certes. Je peux comprendre qu'on ne connaisse pas tous les sujets, tout sur le 11 septembre, tout sur le nucléaire, tout sur les OGM. Bon. Mais je pense que beaucoup d'enseignants l'enseignent de bonne foi, en pensant que le temps ayant passé, aujourd'hui dans ces livres, se trouve une vérité historique non contestée par les nouvelles informations. Il y a un rapport qui a été... Il y a 28 pages du rapport. Il faut le remettre comme ça parce que le micro était... Je vais couper de toute façon. Oh, voilà, c'est bon. J'essaie de me tenir à cœur. Non, mais faites comme vous voulez. Les 28 pages du rapport qui ont été censurées, comment ça va... Est-ce que ça va revenir sur le tapis? Est-ce qu'un jour ils vont que ce soit accessible? Est-ce que vous savez un peu là-dessus? S'il y a quelqu'un dont on fait dessus qui ne travaille pas à la CIA, c'est bien moi, je suis le numéro de 911, je ne sais pas. Je ne sais pas. En même temps, les déclassifications, aujourd'hui, c'est bien plus difficile de travailler avec ces déclassifications comme source historique. Si vous prenez la déclassification qui s'appelait Bijoux de famille, vous allez voir par exemple Jean Monnet, voilà. Personnages historiques comme ça étaient en direct payés par la CIA. Aujourd'hui, le soft power, c'est plus du tout pareil. La CIA va financer tel ou tel ministère, il y aura d'autres groupes de pression, d'autres groupes d'intérêt, d'autres enjeux de puissance qui vont financer telle ou telle association. Les ONG. Les ONG qui vont venir financer d'autres associations sur le sol français qui elles-mêmes iront financer d'autres. Aujourd'hui, même si on a une déclassification un peu explosive, on verra plus monsieur machin, la ligne de salaire, la photocopie de son bulletin de salaire de la CIA, ça n'existe plus ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas seulement que les États-Unis, en plus en enjeu de puissance, qui n'ont pas intérêt à ce que soit révélé le déroulé complet des faits sur le 11 septembre. Parce que comme dans toute situation guerrière, malheureusement, la guerre profite à beaucoup. À qui profite le crime? Et tous ceux à qui profite le crime ne sont pas forcément à l'origine de l'organisation des attentats du 11 septembre non plus. Il faut faire attention à ces amalgames là justement si on ne veut pas verser dans le conspirationnisme.
Ça nous est souvent reproché, mais nous mettons souvent en réalité en garde notre public contre ce genre de dérive. Hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui ressortirait de cette déclassification? Il serait bon que le grand public ait accès aux 27 à 28 pages manquantes, bien sûr. Est-ce que ça serait réellement une archive qui pourrait faire preuve historique? On verra. Parce qu'aussi bien elles sont complètement caviardées le jour où elles sont déclassifiées aussi, ces pages. Peut-être qu'on va les déclassifier et que vous pourrez lire qu'un mot sur 6. Oui, donc c'est pas tant déclassifié. Non, je pense que vraiment il faut se mettre en quête, que chacun se mette en quête de vérification, d'information. Je pense pas. Il est prégnant là depuis aujourd'hui 14 ans que nos gouvernants n'ont pas intérêt à ce que nous ayons accès à cette information. Nous sommes individuellement et collectivement responsables, à mon sens, au même titre que nous n'empêchons pas physiquement, par exemple, nos gouvernants de faire la guerre. Donc finalement, c'est comme si nous consentions à la guerre. Ben là, je pense qu'il ne faut pas attendre non plus de nos gouvernants d'autres structures publiques intergouvernementales d'avoir la vérité sur le 11 septembre. Je pense qu'il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher, exactement. Je suis désolée. Non, mais on est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. On arrive au terme de l'interview. Quels sont vos espoirs? Quels sont, je dirais, vos visions pour l'avenir dans ce combat qui est C'est un combat qui est plein de surprises. Régulièrement, au moins une fois par semaine, on est surpris par l'information qui tombe. On ne pensait pas avoir aussitôt. Donc, j'espère que notre peuple est capable individuellement et collectivement de prendre ses responsabilités pour ne plus laisser faire des guerres. Pour ne plus consentir à des lois liberticides. Pour ne plus se laisser effrayer ou intimider par des propagandes de guerre assez grossières. En plus, on le sait aujourd'hui. Hein. L'exemple du 11 septembre, c'est certains membres de la commission elle-même qui disent que le rapport qu'ils ont produit connaît des manquements. Bon, c'est les auteurs de la vélo qui vous le disent. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une petite question. À titre personnel, est-ce que vous pensez... Alors, on va pas tomber dans la conspiration ou quoi, mais est-ce que vous pensez à titre personnel que les attentats de Charlie Hebdo, récemment qu'il y a eu à Paris, est-ce que ça peut être un petit peu le 11 septembre à la française? On a vu les attentats de Londres, on voit qu'il s'est passé... Dans ses conséquences. Ouais. Dans ses conséquences, il y a des points communs à un peuple à qui on demande... d'avoir qu'un seul mot d'ordre, sans nuance, c'est assez manichéen, à côté bien mal la louche un petit peu comme ça, avec des réponses judiciaires d'une extrême violence, même pour des enfants, comme si on était dans un climat de terreur. Dans ses conséquences, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, il n'y a pas eu de traitement judiciaire. Oui, puisque les auteurs présumés des attentats ont été... C'est pas documenté sur le plan historique. Donc, que dira la justice de ces attentats? De quelle manière ils établiront les responsabilités? Qui a fait quoi? Nous, on est dans cette attente, en fait. Je n'ai pas d'avis sur la question. J'attends que la justice passe. Et c'est vrai que dans ses conséquences, c'est dans une forme... en main politique du drame comme ça c'est vrai que c'est un peu la même odeur moi je trouve personnellement mais pour autant vous voyez ce qu'on disait de la guerre tout à l'heure, toute proportion gardée, je ne dis pas que l'État a profité des attentats de Charlie Hebdo. Comme il y a des profiteurs de guerre, parfois il y a des enjeux de puissance qui vont profiter d'un autre drame éventuellement. Oui, pour autant, c'est pas pour ça qu'ils sont à l'origine du drame en question. Le pire piège, je pense, quand on traite des événements d'une extrême violence, c'est de réellement verser dans le conspirationnisme, comme ça peut nous l'être reproché, faussement d'ailleurs, régulièrement. Moi, je mets vraiment les gens en garde contre ça.
C'est pas parce qu'il y a le drame qu'il y a coup fourré. C'est pas parce qu'il y a des attentats sous faux drapeau. Non, mais ça permet d'alimenter, si vous voulez, c'est pas parce que les États-Unis ont créé Al-Qaïda qu'il n'y a pas des fous furieux qui se prétendent de Dieu. Non, mais c'est sûr. Voilà, donc ça permet d'alimenter la lutte contre le terrorisme, la lutte. Tout à fait. Dans ces conséquences, oui, je pense que c'est très important de laisser faire la justice avec sérénité, qu'il y ait effectivement des responsabilités personnelles qui soient établies. Parce que du coup, il y a une traçabilité effectivement qui a été financée par qui, etc., qui se revendique ou qui est en puissance. Tant que la justice n'est pas passée, je pense que la dignité envers les familles de victimes et les victimes elles-mêmes veut qu'on se taise. Et par rapport à la censure du net, actuellement, là, on voit qu'ils sont pas mal, ils se penchent sur le sujet, là, avec un peu plus d'envie. On sait qu'il y a eu beaucoup de censure sur le 11 septembre. Est-ce que c'est pas là Non, on n'a pas été tellement victime. Dans les médias mainstream, oui, mais sinon on diffuse à peu près ce que l'on ressent. Bon, chez Open, on est quand même très exigeant sur la qualité d'information aussi. On diffuse pas de trucs farfelus. Enfin, si jamais vous trouvez quelque chose de farfelu, vite alertez-nous. A priori, ça devrait pas arriver. Il y a des nouvelles lois effectivement de plus en plus coercitives, de plus en plus liberticides. Ceci dit, l'état de la législation aujourd'hui est déjà extrêmement liberticide, y compris au point de vue européen, et mine de rien assez peu appliqué. Ce qui fait peur, c'est le dispositif coercitif qui existe et à quel moment effectivement nos gouvernants vont décider de l'appliquer. On voit les lois par exemple antiterroristes qui ont été mises en place post-11 septembre et même avant d'ailleurs loi Perben, déjà bien avant le 11 septembre. C'est là après l'attentat de Charlie Hebdo qu'on a quand même vu ces lois s'appliquer, y compris à des tout petits enfants. C'est des lois qui ont été créées il y a 10-15 ans. Les lois encore plus liberticides qui sont aujourd'hui, quand est-ce qu'elles vont être mises en place? Et c'est toujours pareil, c'est à nous de prendre nos responsabilités pour les refuser collectivement. On va gérer contre. Je peux pas. Nous, on peut transmettre de l'information, commencer à en créer en soutenant des thèses, etc. Après, si le peuple veut disposer de lui-même, voilà, il n'y a aucune association au monde qui peut faire ça à la place d'un peuple. Merci. Merci à vous. Marine.